Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le premier disque des Beatles, le single Love Me Do, est sorti il y a bientôt 60 ans, en octobre 1962. À cette occasion, Code Source retrace le destin de John Lennon, le fondateur du groupe, auteur de l'hymne pacifiste Imagine, tué par balle en 1980 à New York, à l'âge de 40 ans. Cet épisode de Code Source est raconté par notre invité, Ersin Lebovic, journaliste à France Info, qui a signé cette année un livre sur le sujet, Mythologie, une contre-histoire des Beatles. Ersin Lebovic, le jeudi 28 avril, aux États-Unis, à Spokane, dans l'État de Washington, Paul McCartney, 79 ans, est sur scène, premier concert de sa nouvelle tournée, et à un moment, un duo surprend tout le monde. Ce soir-là, Paul McCartney chante en duo avec John Lennon via des images du film Get Back, la série plus exactement de Peter Jackson, qui a été publiée quelques semaines auparavant. Et John Lennon apparaît donc sur grand écran, des images du concert sur le toit d'Apple, le dernier concert des Beatles en janvier 1969 à Londres. Et sur le morceau I've Got a Feeling, qui au départ est déjà un duo Lennon-McCartney où les deux se répondent, eh bien McCartney répond à nouveau à son camarade décédé comme il le faisait à l'époque. Ersin Lebovic, depuis des décennies, Paul McCartney fait tout pour faire fructifier commercialement le catalogue des Beatles, mais il semble toujours un peu jaloux de John Lennon. Cela s'est vu par exemple en 2002 quand il a sorti un nouvel album. À ce moment-là, Paul McCartney sort d'une grande tournée mondiale et il sort un album de cette tournée. Le premier s'appelle Back in the USA, le deuxième s'appelle Back in the World. Et on découvre que plusieurs chansons des Beatles sont créditées non pas Lennon-McCartney, qui est vraiment la signature historique des Beatles, mais McCartney-Lennon. Et on comprend bien là qu'il y a, sinon une jalousie, du moins une volonté d'affirmation de Paul McCartney, qui depuis très longtemps considère en fait que John Lennon prend un peu plus la lumière que lui, et notamment au niveau des crédits des chansons, dont certaines écrites par Paul McCartney en solo, et Lennon le reconnaissait volontiers, et McCartney a toujours considéré que sur ces chansons-là, de façon exceptionnelle, il pouvait avoir droit au crédit McCartney-Lennon. Il affirme même que John Lennon était d'accord avec ça et que ça avait été dit dans une réunion au tout début de leur carrière, mais évidemment, il n'y a plus de témoins de cette réunion. Ersin Lebovic, vous allez nous résumer aujourd'hui l'histoire de John Lennon. Évidemment, nous ne serons pas complets, c'est impossible. John Lennon est né le 9 octobre 1940 en Angleterre, dans le port de Liverpool. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance ? John Lennon a eu une enfance extrêmement difficile. Il a été, pour résumer, abandonné par ses deux parents. Son père était dans la marine marchande, donc il était tout le temps parti pendant des mois et des mois. Sa mère, Julia, était une jeune femme qui aimait beaucoup danser, qui aimait beaucoup s'amuser. Et sous la pression de sa famille, elle a dû confier son enfant à sa propre sœur, Mimi Smith, la tante de John Lennon, qui l'a finalement élevé. Quand il a 16 ans, en juillet 1957, John Lennon, qui joue déjà de la guitare et qui a un groupe, rencontre Paul McCartney. Comment se passe cette rencontre ? Ils se sont déjà croisés dans le quartier parce qu'ils habitent dans le même endroit de Liverpool. John Lennon est connu comme le loup blanc, c'est le délinquant juvénile local, la hantise de tous les parents du quartier, y compris du père de Paul McCartney, qui dit à son fils « Si tu fréquentes ce Lennon, tu vas avoir de gros soucis et tu finiras sans doute en prison ». Mais McCartney, lui, tout ce qu'il voit, c'est que John Lennon a un groupe de rock. Et il veut lui aussi en faire sa vie. Il va donc à un concert que donnent les Quarrymen et il va rencontrer John Lennon en coulisses, lui jouer un morceau pour montrer ce qu'il sait faire. John Lennon est épaté par ce que fait Paul McCartney, il se rend compte qu'il est meilleur que lui propose de rentrer dans le groupe et Paul McCartney dira oui quelques jours plus tard. Ersin Lebovic, John a 17 ans quand sa mère est victime d'un accident le 15 juillet 1958.
Oui, John Lennon, à ce moment-là, il reprend contact avec elle et il découvre que sa mère est musicienne, qu'elle chante, elle joue du banjo, du ukulélé, elle lui apprend tout ça, elle adore faire la fête, elle adore écouter du rock and roll avec lui, donc c'est vraiment une très belle relation qui commence à apparaître. Et ce 15 juillet 1958, alors qu'elle rend visite à son fils, en sortant de la maison, elle est renversée par un policier qui est au volant, qui n'est pas en service à ce moment-là, et elle meurt. C'est évidemment un traumatisme invraisemblable pour John Lennon. Double perte, il a perdu son père, il a perdu sa mère une première fois, il la retrouve et il la perd à nouveau. À partir de 1960, les Quarrymen qui ont intégré George Harrison changent de nom, ils deviennent les Beatles. À l'été 1962, le batteur Pete Best, qui n'était pas au niveau, est remercié, il est remplacé par Ringo Starr. Pendant cette période, entre 1960 et 1963, les Beatles font 5 séjours en Allemagne, dans le port de Hambourg, qui est relié à la mer du Nord par le fleuve Elbe. Les Beatles, à ce moment-là, jouent dans un club qui est un ancien club de striptease, reconverti au rock'n'roll. Ils jouent toute la nuit et la journée, ils traînent dans Hambourg. Ils vont notamment voir des prostituées avec des yeux grands comme des soucoupes. Et puis, ils fréquentent tout un tas de gens avec qui ils s'amusent beaucoup dans cette ville. Et en même temps, ils s'épuisent, ils consomment beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue et ils font leur apprentissage du rock'n'roll finalement. À ce moment-là, justement, les membres du groupe et John Lennon, encore plus que les autres, prennent des substances pour tenir le rythme, ces heures de concert chaque nuit. Ils prennent des pilules qui ont un effet stimulant parce qu'ils les prennent évidemment avec beaucoup d'alcool. Et c'est le personnel du club où ils jouent à ce moment-là qui leur fournit aussi ces fameuses petites pilules. John Lennon en abusait visiblement beaucoup plus que ses camarades. À cette période, John Lennon fait tout pour provoquer le public sur scène. Il fait quoi sur scène ? Il fait beaucoup de choses. Il y a, paraît-il, des photos de lui arrivant sur scène avec une lunette de toilette autour du cou, parfois en slip. Il provoque le public allemand en faisant des saluts nazis, en traitant les gens qui sont en face de lui de nazis, séquelles évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des enfants de la guerre, les Beatles, et surtout ils sont totalement épuisés par les heures de travail, rendus à moitié hystériques par les drogues qu'ils prennent et l'alcool qu'ils consomment. Et quand ils sont dans leur ville, Liverpool, ils jouent dans un petit club, le Cavern Club. Ça ressemble à quoi quand ils sont à Liverpool dans ce club ? C'est une cave. On y descend par une toute petite échelle assez dangereuse et en dessous, on arrive dans 3 voûtes. C'est extrêmement humide, c'est totalement décrépit. Il y a par terre des mégots écrasés et de la cendre qui vole dans toute la pièce au fur et à mesure que les gens dansent et sautent. Et les Beatles débarquent dans ce club et mettent le feu, comme on dit, au fil des semaines. Des files d'attente de plus en plus grandes sont visibles tout autour du pâté de maison. Et à ce moment-là, donc, ils font des allers-retours avec Hambourg régulièrement. Et quand ils sont à Hambourg, vous racontez dans votre livre, Ersin Lebovitch, à quel point ils vivent les uns sur les autres. Oui, ils vivent dans des conditions absolument déplorables. Leur premier séjour notamment, ils sont hébergés à l'arrière d'un cinéma qui est un ancien cinéma porno dans une petite pièce en béton. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de couverture, ils dorment sur des planches, voire des petits lits en béton. Et évidemment, ils partagent tout. Ils ramènent des filles, par exemple, à cet endroit et ils sont tous là. Et c'est comme ça que, par exemple, George Harrison va perdre sa virginité à Hambourg avec une jeune prostituée qu'il a rencontrée dans le club où il joue, en présence des 3 autres Beatles qui ont la gentillesse de faire semblant de dormir jusqu'à la fin, au moment suprême, où là, ils se lèvent et ils applaudissent le petit George Harrison. À ce moment-là, les Beatles ont un manager, un certain Brian Epstein. Il est homosexuel, ce qui signifie qu'il doit vivre sa vie privée de façon cachée, puisque l'homosexualité est interdite et pénalisée à cette période en Grande-Bretagne. John Lennon et lui sont très proches. Effectivement, la relation entre John Lennon et Brian Epstein a toujours été particulière. D'abord parce que à ce moment-là, John Lennon est le leader des Beatles et Brian Epstein comprend évidemment qu'il faut traiter avec Lennon pour avoir le groupe derrière lui. Brian Epstein est extrêmement séduit par la personnalité des Beatles et plus particulièrement par celle de John Lennon, dont il est vraisemblablement amoureux sans grand espoir. John Lennon, qui est hétérosexuel, sait aussi qu'il a besoin de Brian Epstein et donc il utilise cette relation pour faire avancer son groupe. Un jour, en 1963, pendant une fête organisée par les Beatles pour les 21 ans de Paul McCartney à Liverpool, le DJ fait une allusion à un séjour en Espagne que viennent de passer ensemble John Lennon et Brian Epstein.
Et John Lennon entre dans une fureur noire, ne supporte pas l'idée qu'on imagine qu'il ait une relation homosexuelle avec son manager. Lennon, en plus, est un très mauvais buveur. Et dès qu'il boit, chacun le sait, au bout d'un verre, il commence à être sarcastique, au bout de 2 verres, il commence à être méchant, au bout de 3 verres, il peut être extrêmement violent. C'est ce qui se passe ce soir-là. Il saute à la gorge de ce fameux DJ, Bob Wooler. Il le frappe les bras, les jambes, tout part en même temps, et il est à un moment donné sur le point d'attraper une pelle, puisque ça se passe dans un jardin en extérieur, pour lui donner un coup. Quand il s'arrête, il réalise ce qui s'est passé, il reprend ses esprits. L'affaire sera réglée ensuite par Brian Epstein auprès de Bob Wooler pour éviter les poursuites. Toujours en 1963, le 22 mars, sort le premier album des Beatles, Please Please Me. L'album de Love Me Do, par exemple, c'est un carton. Et c'est le début de ce qui va devenir la Beatlemania. Ersin Lebovic, dans les mois et les années qui suivent, John Lennon et les autres Beatles ne se privent pas de coucher avec les groupies. Ces jeunes femmes sont demandeuses, les Beatles aussi extrêmement flattés de cette popularité et ravis de cette nouvelle vie de star et de cette nouvelle vie sexuelle qui s'ouvre à eux. Love me do, oh, love me do, yeah, love me do, oh, love me do. John Lennon le reconnaîtra plus tard. À cette période, il lui arrive d'être violent avec ses compagnes. Oui, il dira « Je me battais avec les hommes et je tapais les femmes ». Lennon a évidemment énormément de violence en lui, et dès qu'il boit un verre ou deux, c'est encore pire, donc les altercations ne manquent pas. En effet, bien qu'au moment des Beatles, elles sont étouffées et rien ne sort dans les journaux ni ailleurs. John Lennon est marié depuis 1962 avec sa première épouse Cynthia. Il a un fils avec elle, Julian, mais John va être un père absent avec lui. Totalement absent. D'ailleurs, le jour de la naissance de Julian Lennon, John n'est pas là, il est en tournée. Il met plusieurs jours avant de venir rendre visite à sa femme et à son fils. Quand il arrive, évidemment, il est assailli par le personnel de l'hôpital, chacun lui réclame un autographe. Il a à peine le temps de dire bonjour à sa femme et de voir son bébé, qu'il annonce immédiatement à Cynthia Lennon qu'il repart, cette fois en vacances, pour se reposer, mais pas avec elle, ni avec son fils qui vient de naître. Non, c'est là qu'il part avec son manager Brian Epstein pour une semaine de vacances en Espagne. La popularité des Beatles ne fait que gonfler. Le 9 février 1964, John, Paul, George et Ringo sont aux États-Unis. Ils font leur premier passage à la télé américaine dans l'émission Ed Sullivan Show sur CBS. Plus de 70 millions d'Américains regardent ce soir-là le Ed Sullivan Show. C'est l'arrivée des Beatles en Amérique, c'est l'arrivée du rock britannique en Amérique et c'est le retour du rock tout court sur ces terres. Et devant les télés américaines ce soir-là, vous avez toute une génération de jeunes gens qui vont voir leur style incroyable, la joie avec laquelle ils font ce qu'ils font, et chacun va se dire eh ben, je veux faire pareil. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. En 1966, le 3 avril, sort une interview de John Lennon dans un journal britannique, le London Evening Standard, interview qui fait polémique aux États-Unis. John Lennon affirme que les Beatles sont plus populaires que Jésus. Ce commentaire-là déchaîne les foules, particulièrement dans le sud
des États-Unis qui est extrêmement religieux et les Beatles vont être victimes pendant toute cette tournée de menaces de mort de la part notamment du Ku Klux Klan. Pendant toute la tournée, John Lennon est effrayé dès qu'un pétard éclate dans la foule, il croit qu'on lui tire dessus. Et dans le même temps, des fans en colère qui se sont tournés maintenant contre John Lennon vont jusqu'à brûler les disques des Beatles dans des autodafés géants dans le sud des États-Unis. En 1967, leur 8e album, Sgt Pepper, sorti au mois de juin, bat tous les records de vente. Et dans cet album, Ersin Lebovic, il y a plusieurs chefs-d'œuvre de John Lennon. Oui, on peut citer A Day in the Life. Il développe comme ça cette ballade assez psychédélique. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad. Parmi les chefs-d'œuvre lénoniens, il y a aussi évidemment Lucy in the Sky with Diamonds. N'est pas une allusion au LSD, malgré les initiales du morceau, c'est le titre d'un dessin que le petit Julian Lennon avait fait à l'école. Lennon l'a simplement repris tel quel. Down to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Toujours pendant l'été 1967, John Lennon et les autres membres du groupe apprennent la mort de leur manager, Brian Epstein. Il avait 32 ans, mort d'une overdose. Jusqu'à présent, Brian Epstein a géré tous les aspects extra-musicaux de la carrière des Beatles et eux lui ont fait confiance à 100%. Quand il meurt, toute la charge de l'administration, l'argent des Beatles, les concerts, etc., tout leur retombe directement dessus et ils sont absolument incapables de gérer cette situation. Ils le savent. Le commentaire de John Lennon est éloquent. Il dit « On est foutu ». À partir de 1968, le grand amour de John Lennon, la chanteuse et artiste japonaise Yoko Ono, prend de plus en plus de place dans la vie du groupe. John tombe en fait complètement amoureux de cette artiste japonaise et il décide qu'ils seront un couple indissociable. Et donc partout où se trouve John Lennon, Yoko Ono le rejoint, y compris en studio pendant les séances des Beatles. C'était une règle sacro-sainte des Beatles. Personne d'autre en studio, certainement pas les épouses de chacun d'entre eux. Eh bien, Lennon arrive en studio avec Yoko pendant l'enregistrement de l'album blanc. And that's what it is, I guess. I mean, it's my paranoia too. But that's something that's frightening me. That's something that we have to face together. See what it is and like go through it together. Yoko est omniprésente, les Beatles ont du mal à se parler, ils ne composent plus vraiment ensemble, ils n'enregistrent parfois plus tout à fait ensemble, chacun dans des studios différents, et puis ensuite ils viennent compléter les morceaux des uns des autres, mais on n'est plus du tout dans la fraternité, le cercle fermé qui existait jusqu'à présent. En 1969, les Beatles décident d'organiser un concert sur le toit de leur entreprise, leur propre label Apple à Londres, concert organisé le jeudi 30 janvier 1969. Quand les Beatles arrivent sur le toit de l'immeuble Apple, au 3 Savile Row à Londres, personne ne sait évidemment qu'un concert va avoir lieu. Il y a en bas des passants, des gens qui sont en train de circuler dans la rue et qui d'un coup entendent des notes de musique, lèvent la tête et voient effectivement 4 Beatles perchés sur le toit d'un immeuble et qui commencent à jouer leurs morceaux. Et la foule grandit, la foule s'agglutine jusqu'à ce que la police soit appelée par des riverains qui se plaignent du bruit, des embouteillages. Et les policiers viennent sur place, évidemment. Ils n'interrompent pas le concert des Beatles. Personne n'interrompt les Beatles, on leur demande simplement de ne pas faire trop long et quand ils ont fini, ils remballent leurs instruments et ils redescendent dans leur immeuble. Back to where you once belonged. Get back. Get back. Back to where you once belonged. Ce concert est la dernière apparition publique des Beatles ensemble sur une scène. La même année, le 20 septembre 1969, John Lennon et Paul McCartney ont une réunion de travail, une discussion qui va s'avérer tendue. Oui, John Lennon a l'intention à ce moment-là de quitter les Beatles. Il considère que sa relation avec Yoko Ono est plus importante que sa carrière et que la vie du groupe
est terminé. Il l'annonce aux autres qui ne s'y attendent pas du tout. McCartney dira on est tombé des nues. McCartney, lui, propose à ce moment-là que les Beatles relancent leur carrière en refaisant une série de concerts, pourquoi pas dans des petits clubs, retrouver leur cohésion, leur unité. Lennon lui dit rien de tout ça. Tu es à côté de la plaque, mon pauvre ami, c'est terminé, je m'en vais. Et là, ils se mettent d'accord tout de même pour ne pas le révéler publiquement parce que les Beatles sont en train de renégocier des contrats, il y a des intérêts à préserver et donc on se met d'accord pour ne pas le dire. Et finalement, Paul McCartney rompra cette promesse en avril 1970, au moment de la sortie de son premier album solo, à la plus grande fureur de John Lennon. À cette période, John et Yoko passent de plus en plus de temps ensemble, et c'est là qu'ils organisent des opérations médiatiques en faveur de la paix, en restant dans leur lit plusieurs jours d'affilée. John Lennon et Yoko Ono, qui sont deux grands artistes, cherchent des expressions communes. Et sous l'influence de Yoko, qui est une artiste conceptuelle, ils décident de choisir une cause qui leur tient à cœur. C'est la cause de la paix. Give Peace a Chance, chanson que John Lennon enregistre précisément pendant l'un de ses fameux bed-in, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans un lit, tout vêtus de blanc, et ils convoquent la presse pour parler de la paix, en disant, évidemment, tout le monde va penser qu'on va faire l'amour ou faire des cochonneries devant eux. Pas du tout, on parle de la paix, ils viennent quand même, et c'est très bien. So, I mean, if you believe violence will solve the problem, that's up to you. I don't, you know. They might have a few instances, okay? But nobody's ever tried the peace thing. Ersin Lebovic, malgré tout, John Lennon n'épargne pas Yoko Ono. Le 7 novembre 1972, pendant une soirée à New York, il la trompe ostensiblement. D'un mot d'abord, où sommes-nous ? Nous sommes dans la maison d'un activiste politique américain qui s'appelle Jerry Rubin, que John et Yoko fréquentent beaucoup à ce moment-là. John Lennon est dans une phase politique assez intense. À ce moment-là, il milite auprès de la gauche américaine. Et ce soir-là, le 7 novembre 1972, c'est la réélection de Richard Nixon. Cette réélection met John Lennon en furie. En plus des problèmes de couple qu'il peut avoir avec Yoko à ce moment-là, il boit, il prend de la drogue et à un moment donné... il attrape une convive qui passe par là, il l'entraîne dans une pièce à côté. Ils ont tous les deux une relation sexuelle qu'on entend à travers le mur. Les invités extrêmement gênés mettent de la musique, un album de Bob Dylan, mais ça suffit pas, on les entend quand même. Et à ce moment-là, Yoko Ono se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans leur relation, qu'il faut que ça change. John Lennon et Yoko Ono se séparent en 1973 et cette séparation dure 1 an et demi. Ils se séparent, elle lui dit il lui dit d'accord, je m'en vais à Los Angeles, mais elle ne veut pas qu'il parte tout seul et donc elle le confie au bon soin d'une de leurs assistantes qui s'appelle May Pang et John Lennon va vivre avec elle en Californie où là il repart à la dérive comme à la belle époque de ses 18 ans à Hambourg, c'est-à-dire qu'il boit, il se drogue, il prend énormément de cocaïne, il traîne avec des gens comme Harry Nilsson, des gens comme Keith Moon, le batteur des Who, des musiciens très 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 fêtards et il produit aussi plusieurs albums pendant cette période. Finalement, il retrouve Yoko Ono en 1975. Il la rejoint dans leur immeuble, le Dakota Building de New York. À ce moment-là, Ersin Lebovic, il essaie de plus se consacrer à sa famille. Il tire un trait sur les amis, le rock'n'roll, les enregistrements. Ils veulent un enfant, ils ont beaucoup de mal à en avoir un. Ils vont voir des médecins qui leur prescrivent des traitements naturels, macrobiotiques, des régimes, etc. Et ils le font jusqu'à la naissance de Sean Lennon. Et là, John Lennon dira « Je me consacre à ma famille, je raccroche ma guitare, je fais du pain à la maison. » Et pendant ce temps, Yoko gère les affaires. John Lennon a donné un surnom un peu particulier à Yoko Ono. Il l'appelle Mother, mère, maman. On comprend que sa mère, qui a été quasiment sa muse pendant toute sa carrière, est à ce moment-là remplacée par Yoko Ono, qui est sa nouvelle muse. Et ça en dit pas mal aussi sur leur rapport au sein de la famille Lennon. Le lundi 8 décembre 1980, John Lennon et Yoko Ono sont à New York, dans leur immeuble, le Dakota Building, proche de Central Park. Un fan attend John Lennon au pied de l'immeuble. Un certain Mark Chapman, qui est-il ? Mark Chapman, l'un des nombreux fans qui attendent en permanence John Lennon au pied du Dakota Building chaque jour, est un fan des Beatles devenu fanatique, mais dans le mauvais sens du terme. Au moment des déclarations de John Lennon sur Jésus
et les Beatles, lui qui idolâtrait littéralement Lennon, commence à considérer à ce moment-là que John Lennon, en réalité, est un hypocrite. Et comme il souffre lui-même de problèmes psychologiques, sa réflexion va avancer vers une folie, qui est l'idée de tuer John Lennon. Et cet après-midi-là, au pied du Dakota, Mark Chapman ne sait plus s'il doit adorer ou tuer John Lennon. Il a dans sa poche un pistolet pour commettre son crime, mais sous son bras, le dernier album de John Lennon, Double Fantasy, à lui faire dédicacer. Il est environ 17h quand Mark Chapman aperçoit John Lennon. Il l'aborde et il sort non pas son pistolet, mais son album, son disque. Et John Lennon dédicace cet album à Mark Chapman. Instant immortalisé par un jeune photographe qui se trouve là lui aussi parmi les fans et qui immortalise John Lennon signant l'album de Mark Chapman. Environ 6 heures plus tard, à 22h50, une voiture redépose John Lennon et Yoko Ono qui rentrent d'un studio d'enregistrement au pied de l'immeuble Dakota. Mark Chapman n'a pas bougé depuis le début de la journée, puisqu'il est là en réalité depuis la matinée. Et pendant tout ce temps, il entend des voix. Il est schizophrène, il entend des voix qui lui disent « Fais-le, tue Lennon, ne le fais pas ». Et quand il entend arriver la limousine des Lennon, il va se poster à l'intérieur du couloir d'entrée de l'immeuble du Dakota, avant la loge du concierge. Et il attend là, dans le noir, la main sur son pistolet. Il voit d'abord Yoko Ono entrer dans le vestibule, il la laisse passer, puis c'est John Lennon qui arrive, qui passe devant lui, et à ce moment-là, il sort de la pénombre et crie « Mr. Lennon ». John Lennon se retourne et Mark Chapman lui tire dessus à 4 reprises. John Lennon s'effondre, Yoko Ono revient en hurlant, les secours sont appelés immédiatement, John Lennon meurt dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital et Mark Chapman, lui, ne bouge pas, il va s'asseoir dans un coin, il sort un livre de sa poche et il attend au pied du Dakota jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter. L'annonce de la mort de John Lennon à 40 ans est une déflagration pour les fans à travers le monde. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently, he was killed almost immediately. I saw John on the outback, get out of the scene. I walked into the gate, and Imagine there's no heaven. Ersin Lebovic, dans votre livre, vous ne cachez rien des côtés les plus sombres des Beatles. Vous racontez par exemple qu'ils se sont souvent disputés pour des questions d'argent, qu'ils ont fait beaucoup d'évasion fiscale. Pourquoi avoir choisi de raconter tout ça, la face sombre des Beatles ? Les Beatles sont des grands hommes dans l'histoire de la pop, mais bien au-delà aussi, ils sont dans plusieurs panthéons. Mais leur aventure est d'abord une aventure humaine, et même si elle a été réécrite au fil des années, si elle a été lissée, polissée, on efface des aspects qui sont un peu gênants ou pas très reluisants, eh bien, je considère que cette histoire est plus intéressante que la légende. Et contrairement à la citation qui dit « lorsque la légende devient un fait, imprimer la légende », eh bien, moi je pense que les faits sont beaucoup plus romanesques, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus fous que n'importe quelle construction mythologique, et que c'est cette aventure humaine qui fait la beauté et la grandeur des Beatles. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Merci Ersin Lebovic. Je rappelle le titre de votre livre, Mythologie, une contre-histoire des Beatles. L'éditeur s'appelle Hors Collection. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Possession.